comme toujours, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Tchad, Succès Masra, le principal opposant au régime en place, est de retour à N'Djamena depuis le 3 novembre dernier. Après un exil d'1 an à l'étranger, un mandat d'arrêt international avait été émis à son encontre suite aux manifestations d'octobre 2022. Il a été accueilli à l'aéroport par le ministre tchadien de la Réconciliation et celui de la Communication. Son retour qui marque le rapprochement entre les autorités de la transition et leur principal opposant a été rendu possible grâce au président congolais Félix Tshisekedi, également facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mais cet accord n'est pas du goût des défenseurs tchadiens des droits humains qui dénoncent le fait qu'il prévoit une amnistie pour les auteurs de la répression sanglante du 20 octobre 2022. Quel est le contenu de l'accord de Kinshasa entre le pouvoir tchadien et Succès Masra? Quelles conséquences de cet accord dans la poursuite de la transition? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, l'ancien président béninois Thomas Boniaï a été désigné président du parti Les Démocrates à l'issue du premier congrès ordinaire de la formation politique. Éric Oudunte, le président sortant, devient son premier vice-président. Le désormais parti d'opposition est déterminé à remporter les élections générales en 2026 afin de reprendre le pouvoir au Bénin. Boniaï, frappé par la limite d'âge, ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle béninoise, mais se fixe comme objectif de fédérer les différents courants nés de dissension dans le parti Les Démocrates. Quel impact du retour de Boniaï en politique pour la décrispation politique et sociale au Bénin? Quelle chance du parti Les Démocrates pour les prochaines échéances électorales? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau avec nos invités pour en parler, Monsieur Bamba Soleil Baba, vous êtes journaliste, également responsable du journal en ligne Top Kilo News. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, merci. Je salue tous les téléspectateurs de Média 1 et vous aussi. Et merci à vous. Merci également. Débatteur. Merci également à votre co-débatteur, M. Moumoudou Thior, journaliste et analyste politique. Aussi un plaisir, Thior, de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Plaisir partagé, Daouda, et salut à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Et déjà, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cet accord de principe obtenu grâce au président Tshisekedi, un accord entre le gouvernement de transition ou le pouvoir de transition au Tchad et le principal opposant Masra? Oui, il faut dire que c'est un accord qui décrispe un peu cette situation tendue depuis 1 an, après ce qui s'est passé le 20 octobre 2022. Et quand on sait que dans 1 an, normalement la transition doit prendre fin, Succès Masra a fait dans le réalisme politique, parce que s'il reste à l'étranger, il n'y gagne rien et il risque de ne pas être candidat pour éventuellement être le prochain président du Tchad. Donc il a lâché du lest, mais en fin politicien, donc il a su que c'était peut-être ce qu'il fallait faire, quitte à se renier, parce que peut-être on va y revenir. Il y avait un cadre qui était là, Wakitama. Ils n'ont pas, d'ailleurs, vous l'avez souligné, ils n'ont pas apprécié ce qui s'est passé. Mais qu'à cela ne tienne, Succès Masra, donc c'est que son avenir politique se joue. Plus il reste à l'étranger, plus il hypothèque son avenir, parce qu'en décembre, il y a le référendum et l'élection présidentielle en 2024. Et lui, il ambitionne d'être candidat à cette élection présidentielle. Et cet accord également a permis aux autorités tchadiennes de la transition de faciliter son retour, c'est-à-dire le retour de Masra. Elle s'engage aussi à veiller au libre exercice de ses activités politiques dans le respect de la loi en vigueur dans le pays. Le mandat d'arrêt international qui avait été émis à son encontre a également été suspendu. N'est-ce pas là aujourd'hui une grande avancée pour un climat politique et social apaisé dans le pays? Tout à fait. Et quand on voit les conditions de son retour, Succès Masra, c'est quelqu'un qui draine des foules, mais il devait donc faire cette concession-là. Il est presque arrivé en catimini parce que c'était un peu le prix à payer. Il ne faut pas que ses partisans viennent l'accueillir à l'aéroport comme ces foules qu'il drainait et qui étaient à l'origine un peu de ce qui s'est passé. Donc, quelque part... Il a quand même été accueilli par 2 officiels, 2 ministres, en l'occurrence celui de la Réconciliation. Oui, c'était pour y mettre la forme. Mais vous demandez, en fin politicien qu'il est,
Et qu'est-ce qu'il préfère entre être accueilli par 2 ministres et être accueilli par une foule de ses partisans qui vont l'amener vers le siège de son parti ou vers son domicile? Il va tout de suite vous dire qu'il préfère être entouré par ces inconditionnels. Donc, quelque part, il a accepté les conditions de cet accord-là. Dans les semaines, les mois à venir, on verra un succès Masra peut-être moins critique de la transition parce que aussi ça fait partie des conditions de l'accord. Et on parlera tout à l'heure d'ailleurs des autres étapes à venir et de la posture à adopter par le principal opposant au régime Succès Masra. Et déjà, M. Baba, que pensez-vous aujourd'hui du rôle qui a été joué par le président de la République démocratique du Congo, en l'occurrence Félix Tshisekedi, qui est le facilitateur de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale? Oui, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que d'abord, ce président rencontre beaucoup de problèmes dans son pays. Et quand il se prend en charge pour vraiment apporter de la paix dans un autre pays, vraiment, on applaudit. Antoine Félix Tshisekedi a parvenu quand même à réussir cet accord concernant la politique qui se déroule au Tchad. Vous savez, en Afrique centrale, c'est le premier pays qui a eu à connaître beaucoup de problèmes dans le cadre politique, les assassinats, et le coup d'État et tout. Et voilà, donc aujourd'hui, je pense que Tshisekedi a fait quelque chose de très, très, très grandiose dans l'Afrique centrale concernant ce pays. Voilà. Donc c'est un pays qui se retrouve dans le lac Tchad. Tout autour entre le Cameroun, Centrafrique, ainsi de suite, avec le Niger, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est un problème qui est très stratégique concernant la géopolitique. Et aujourd'hui, je pense que l'opposant, comme disait tantôt M. Dior, il est rentré. Je pense que il faut la seule chose qui nous dérange, qui dérange aussi en Afrique, parce qu'il faut que ça soit vraiment du réel, pragmatique, qu'il soit pragmatique, parce que parfois on fait venir un opposant comme ça, et on a vu la situation en Guinée et Dadis Camara et où aujourd'hui, donc nous ne souhaitons pas que ça arrive de la même façon. Mais est-ce que les cas ne diffèrent pas dans la mesure où Dadis Camara était de retour pour répondre aujourd'hui à des faits, en tout cas le concernant, à savoir les événements de septembre 2009, et lui aujourd'hui le mandat d'arrêt le concernant, le mandat d'arrêt international suite aux événements d'octobre 2022 a été suspendu et il est autorisé aussi à poursuivre ses activités politiques. Mais mis à part ça aujourd'hui, à côté du rôle joué par Félix Tshisekedi, l'actuel président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, depuis également qu'il a pris le pouvoir avec le comité, avec en tout cas ce conseil militaire de transition au Tchad, on a vu beaucoup aujourd'hui d'actes posés. Il a eu aujourd'hui à gracier des rebelles ou des groupes politico-militaires, des membres du facteur également. Le groupe aujourd'hui qui est accusé d'avoir tué son père, le président Idriss Déby, également dernièrement autorisé aussi le retour de son principal opposant. Quel regard portez-vous aussi sur toutes ces concessions faites aujourd'hui par l'actuel président du Tchad, à savoir Mohamed Idriss Déby? Oui, ça dénote un sang neuf. Pourquoi? Parce que imaginez-vous quelqu'un qui a battu votre papa, vous parvenez à le réintégrer dans le gouvernement. Donc, tous ces mondes-là qui vont rentrer, ils vont construire. Parce que sa vision aujourd'hui, quand même, nous sommes en train de voir une réalité, une vérité sur lui, la façon dont il est en train de gérer. Et donc, accepter les opposants comme celui qui est rentré, M. Succès Asmara, et en même temps, ceux qui ont abattu son papa, y compris aussi les autres politiciens. Et donc, je pense que c'est un début en Afrique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout autour de l'Afrique, on ne voit pas ce genre de gestes quand même. Donc je pense qu'il est quand même le premier à montrer que vraiment je suis venu pour travailler, pour réunir tous les Tchadiens pour qu'on puisse aller en avant, que de se battre chaque jour. Et Thior, vous, quel regard portez-vous sur cette attitude du président tchadien de la transition et de tous ces actes que j'ai cités tout à l'heure qu'il a eu à poser, en tout cas, depuis son accession, en tout cas, à la tête du pays, à la suite aujourd'hui de la prise du pouvoir par les militaires? Je pense qu'il est revenu à de meilleurs sentiments parce que quand vous regardez ce qui s'est passé au Burkina, un coup d'État et puis un coup d'État dans le coup d'État et les tentatives dans les autres pays, et il ne faut pas oublier aussi la dimension du colonisateur qu'est la France.
le Tchad reste le dernier bastion au plan militaire. Ce n'est pas pour rien que les troupes françaises qui ont quitté le Niger sont passées par le Tchad. Donc quelque part aussi... Et le président tchadien également, Mohamed, a été reçu en audience par le président français. Tout ça, moi je pense que Macron, qui s'immisce beaucoup dans les affaires africaines, a dû peut-être lui demander de calmer un peu le jeu, parce qu'il ne sert à rien de chercher des ennemis partout. Parce que déjà avec les chefs rebelles qui avaient tué même son père, Idriss Déby Itno, donc la situation commençait un peu à se gâter. Donc c'est une façon pour le président Mohamed Déby Itno de calmer le jeu. Et puis son principal opposant, parce que ça aussi c'est important, quand vous arrivez à calmer un peu votre principal opposant, je pense que ça veut dire que pour lui la transition est beaucoup plus tranquille, allant vers le référendum de décembre et vers l'élection présidentielle prévue en 2024. Et s'agissant de son principal opposant, Succès Masra, en tout cas, il a toujours fait savoir que lui et son parti ne refusaient pas ou bien étaient prêts à collaborer avec la transition, mais dans le respect, il a toujours dit, de l'égalité, de la justice, du respect et tout. Pourrait-on s'attendre aujourd'hui, après son retour, en tout cas un acte a été posé, à savoir son retour, la suspension de son mandat d'arrêt et tout. Aujourd'hui, pourrait-on s'attendre à un nouveau gouvernement d'union nationale au Tchad, avec peut-être même Succès Masra comme Premier ministre? Bon, est-ce qu'il a intérêt aussi à accepter une telle proposition? Parce qu'il ambitionne de remplacer l'actuel président tchadien. Donc, peut-être, il est peut-être probable qu'en cas de gouvernement d'union, qu'il puisse envoyer quelques-uns de ces hommes avec grand H siéger au gouvernement. Mais quant à le voir peut-être être le Premier ministre, bon, je donne ma langue au chat, parce que politiquement parlant, ça peut griller son avenir politique. Déjà, vous voyez cet accord-là, il y avait une dynamique de contestation regroupée autour de Wakitama avec la société civile. Déjà, cette dynamique dénonce les conditions de l'accord, parce qu'il considère que c'est une trahison pour tous ces gens qui ont été tués le 20 octobre 2022 et beaucoup qui ont été mis en prison et qui ont été, la plupart ont été relaxés. Donc, il considère que Succès Masra a trahi tous ces gens-là en acceptant l'accord de Kinshasa. Mais aujourd'hui, peut-on parler de trahison en acceptant l'accord de Kinshasa, puisque les organisateurs ou bien ces défenseurs des droits humains, ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent une impunité des bourreaux. Ils considèrent que ceux qui ont commis aujourd'hui ces morts, ou bien ceux qui sont à l'origine de ces morts lors des événements d'octobre 2022, risquent de ne pas être poursuivis à cause de cette loi d'amnistie aujourd'hui, qui d'ailleurs a été discutée en Conseil des ministres au Tchad. Peut-on parler aujourd'hui d'une trahison du principal opposant par rapport à cette décision d'aller aujourd'hui vers ce rapprochement avec le gouvernement de transition? Oui, bon, je dirais oui ou non. Pourquoi? Parce que le côté du gouvernement, il essaie de faire quelque chose de bien en appelant ceux qui ont créé, parce que je peux dire que bon, parce que c'est l'opposition, ils ont voulu manifester et puis il y a eu des dégâts. Et aujourd'hui, il y a d'autres aussi qu'on est en train de viser pour les arrêts internationaux. Donc je pense qu'il faut que quand même aussi ces genres d'organismes puissent essayer de comprendre certaines choses, parce que quand ça commence, ils ne viennent pas intervenir à temps. Mais quand il y a des dégâts déjà, ils commencent à sortir des lois qui condamnent les uns en laissant les autres, ce qui n'est pas normal. Et pourquoi? Parce que ici aujourd'hui on condamne d'autres et on accepte celui qui est rentré au Tchad. Et je pense que ça va créer aussi une autre porte. D'ailleurs, sa réponse par rapport à, en tout cas, ces détracteurs-là, c'est le fait que Succès Masra a pris une décision politique. Comme l'a rappelé tout à l'heure Thior, il a quand même soutenu que ça a été une décision politique et que lui, en tant que principal opposant, c'est beaucoup plus aujourd'hui pour que ces militants et autres sympathisants qui sont derrière les barreaux à cause des manifestations d'octobre puissent recouvrer la liberté, puisque c'était un droit constitutionnel, en tout cas, qu'ils étaient en train d'exercer. Il invite aujourd'hui ces défenseurs des droits humains et autres également, chacun dans son domaine en tout cas, à jouer son rôle pour que aujourd'hui les défenseurs des droits humains, s'ils estiment qu'il y a des droits humains qui ont été violés, qu'ils mènent la mission dans ce sens-là. Mais lui, en tant que principal opposant, il a essayé de jouer sa partition. C'est ça sa réponse en tout cas par rapport aux attaques à son encontre.
Oui, oui, effectivement, parce que le principal opposant, et quand même, les projecteurs sont versés sur lui actuellement, parce qu'il doit jouer un grand rôle. Parce que, effectivement, ce que vous avez dit, c'est très important. La philosophie et la psychologie est très bonne pour la population, et ça ne pourra pas vraiment, si moi j'ai réfléchi dans le cadre de certaines qui essayent toujours d'apporter, et là on veut arranger, parce qu'en Afrique on connaît ça, on ne peut pas éviter, il faut toujours y penser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a ceux qui vont dire que non, il est opposant comme tout autre. Et ça peut créer aussi des problèmes. Donc il faut qu'on puisse regarder là-dessus les principales personnes qui sont tenues à régler ce problème. Et de l'autre côté, personnellement, je sais que non, c'est normal de pouvoir, je peux utiliser, parce que vous savez, comme il a dit tout à l'heure, les Occidentaux, la France ne pourra jamais laisser. Et aujourd'hui, le Tchad est entre les guillemets des Tchadiens. Alors, tout ce qui s'est passé là, ça vient d'en haut, ça devient de ce côté. Et d'ailleurs, le Tchad est l'un des derniers pays, en tout cas partenaires de la France dans cette zone. Et justement, j'aimerais chuter en disant ceci, et que tout ce que nous voyons aujourd'hui, et Antoine Félix Tshisekedi a pu réussir ces problèmes. Et les choses sont parfois planifiées. Il faut qu'on avertisse aussi nos jeunes frères, ceux qui aspirent à être président de la République un jour, et ou bien nous qui sommes là aujourd'hui, on connaît les histoires qui se passent, et pouvoir révéler certaines choses qui vont éveiller la population. Une façon de miser davantage aujourd'hui sur ces solutions africaines. C'est une bonne vision quand même de ramener succès pour pouvoir trouver la solution. C'est une forme d'invite que vous faites aujourd'hui à davantage miser sur des solutions africaines aujourd'hui aux problèmes africains. Allez-y, Tchor. En réalité, je pense qu'au moins, il donne un exemple à d'autres régimes, souvent où les opposants sont ostracisés. Parce que le jeu démocratique doit permettre que les gens puissent être des gentlemen. Parce que c'est juste une compétition. Et fatalement, comme je le dis souvent, une démocratie n'a de sens qu'il y a de l'alternance. Alternance, ça veut dire ceux qui sont au pouvoir vont dans l'opposition pour se refaire une santé, et ceux qui sont dans l'opposition viennent au pouvoir. C'est pourquoi, quand vous êtes au pouvoir, il faut éviter, vraiment, comme on le voit dans beaucoup de pays, de criminaliser même son opposition. Parce que ça ne va pas dans le bon sens, et ça peut être un retour de bâton demain quand vous perdez le pouvoir. Et ça, il faut que beaucoup de nos dirigeants y veillent. Et je pense que le président tchadien Mahamat donne un bon exemple à d'autres de ces dirigeants africains. Et pour plusieurs organisations, l'accord de Kinshasa ne concerne que le parti Les Transformateurs de Success Masra et pas les autres groupes qui jusque-là se tiennent à l'écart de la transition. Vous avez rappelé tout à l'heure l'exemple de la plateforme Wakit Tama qui déplore cette stratégie du gouvernement tchadien et appelle plutôt à un accord global ou une poursuite des discussions pour des accords séparés. Et eux, ils estiment qu'aujourd'hui, le gouvernement discute de façon séparée avec les différents groupes. Ils préfèrent aujourd'hui aller vers un accord global pour trouver une solution ensemble avec tous les groupes. Donc pourrait-on s'attendre à un nouveau dialogue aujourd'hui tchadien pour réunir tous les groupes, ou bien rester dans cette méthode-là qui est de discuter avec différents groupes et d'obtenir aujourd'hui séparément des conclusions ou bien des accords? Je pense que Succès Masra même peut jouer un rôle de facilitateur, parce que bon, quand même, il a des amis au sein de la plateforme Wakit Tama qui continuent à contester cet accord-là. Donc il doit faire en sorte d'amener ces gens-là à la table de négociation avec le régime en place. Je pense que comme lui qui est le plus virulent a réussi à s'entendre, même si bon, c'est politiquement parlant, il a voulu vraiment mettre beaucoup d'eau dans son vin, comme on dit, mais je pense qu'il doit prendre son bâton de pèlerin pour faire en sorte que, bon, tous ces différentes entités qui n'ont pas encore trouvé d'accord avec le régime en place puissent le faire. Parce que c'est pas compliqué. Il y a des gens qui sont toujours en prison, qui ont été emprisonnés par rapport aux événements qui sont passés. Donc, il faut les libérer, aller dans le sens de la pacification, parce que beaucoup ont été arrêtés, bon, selon des délits vraiment qui ne reposent sur rien du tout. Et il y a eu beaucoup de morts. Je pense que
c'est à ce niveau aussi qu'il faut faire en sorte que ceux qui ont tué tous ces gens-là puissent être attraits devant les cours des tribunaux. Et par rapport à ces arrestations et ces morts aujourd'hui, le 5 novembre dernier, 72 partisans en tout cas de Succès Masra, membres des transformateurs, ont été libérés le 5 novembre dernier. Également, je l'avais rappelé tout à l'heure, une loi d'amnistie a été discutée en Conseil des ministres au Tchad. Cette loi d'amnistie qui en tout cas compte amnistier les faits qui se sont passés le 20 octobre 2022, ce que dénoncent les organisations de défense des droits humains au Tchad. C'est une prime à l'impunité. Effectivement. Et j'en viens à vous, Baba, aujourd'hui. Et quelle solution pour le cas du groupe politico-militaire, le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le groupe qui est accusé d'avoir tué le président Idriss Déby? Quelle solution aujourd'hui pour ce groupe, puisque je rappelle que le groupe n'est pas signataire aujourd'hui de l'accord de Doha, qui est un accord qui a été conclu au Qatar avec les autres groupes politico-militaires. Des centaines aujourd'hui de membres du FACT ont été graciés, mais ce groupe, en tout cas politico-militaire, n'est toujours pas tombé d'accord avec l'actuel pouvoir. Quelle solution pour le FACT? Effectivement, et vous savez, chaque pays a sa tradition. Et je l'ai énuméré en amont. Le Tchad, c'est un pays très délicat. Vous comprenez? C'est très délicat. Et aujourd'hui, président Hamad, Mohamed, autant pour moi, il veut apporter la solution. Vous comprenez? Mais il connaît son pays. Et Succès Masra, il est rentré. On veut trouver un consensus pour que le pays puisse vivre et continuer vraiment à se développer. Mais il y a toujours les problèmes, les taches noires qui restent toujours. Au Tchad, c'est comme ça. On commence bien, ça commence et à un moment donné, ça s'explose. Et effectivement, je réponds. Mais pour ça, est-ce qu'aujourd'hui, l'exemple d'un comité de suivi des accords ou bien d'un comité, en tout cas, de suivi de tout ce qui a été retenu ne pourrait pas constituer une solution? Oui, effectivement, je reviens sur la question où il y a une partie des militaires qui ne font pas partie. Là, c'est un danger pour le Tchad. Ça, je vous assure, c'est un danger, mais j'aimerais que les protagonistes puissent jouer un grand rôle philosophique, psychologique sur ces personnes qui sont écartées. Et on reste avec le FACT. Thior, selon vous, quelle solution aujourd'hui pour le cas du FACT, qui n'est pas signataire de l'accord de Doha, mais qui aujourd'hui est prêt à discuter avec le gouvernement, en tout cas de N'Djamena, les autorités de transition, sous l'égide de la communauté Santé Djidio? Je pense que la main tendue du FACT doit être acceptée parce que, comme on l'a rappelé, ils sont à l'origine de la disparition tragique du père de l'actuel président Mohamed Déby Itno. Donc, s'ils reviennent à de meilleurs sentiments, le régime doit quand même aller vers le sens de trouver un accord parce que ce n'est pas difficile. Quand on peut s'entendre avec Succès Masra, qui était très virulent, qui chauffait les rues au Tchad, donc je pense qu'il peut le plus, peut le moins. Il faut que Mohamed est un fin militaire. Je pense qu'il saura peut-être trouver les voies et moyens pour essayer de parler avec les FACT, essayer de trouver une solution. Parce que ça aussi, ça permettra de décrisper davantage la situation. Parce que lui, Succès Masra, c'est un civil. Les autres, c'est des militaires, ils ont des armes. Donc, si vous n'avez pas à vous entendre avec eux, bon, tout est possible et ça peut arriver à tout moment. Et par rapport à cette décrispation aujourd'hui, quelles doivent être les prochaines étapes après le retour de Succès Masra, les prochaines étapes dans le cadre de la poursuite de cette transition? Je pense qu'il faut surveiller le référendum et les points clés de ce référendum prévu courant décembre, parce que ça aussi, ça donnera une indication sur quel nouveau Tchad vers quel nouveau Tchad les gens veulent aller. Et un Tchad réellement démocratique où ce ne sera plus quelqu'un qui est là et qui va rester ad vitam aeternam. Donc de ce côté-là, je pense que c'est quand même une étape charnière, ce référendum-là. Si c'est bien organisé, associer tout le monde aux discussions pour avoir un projet de constitution vraiment inclusif, parce que ça aussi c'est important, penser le Tchad et ne pas penser personnel, parce que souvent c'est ce qui bloque dans beaucoup de pays africains. Les gens sont égocentriques et ne pensent qu'à leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt du pays. Je pense que si le président Mohamed réussit ce référendum-là et arrive à
faire en sorte de parler avec ses frères militaires du FAC, parce que déjà avec Succès Massa, c'est bon. Les autres de Wakitama, il faut qu'ils les écoutent, parce qu'aussi, il est bon, quand on dirige un pays, d'écouter les critiques, parce que ça fait avancer. Donc ceux qui vous critiquent, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais c'est une façon pour eux d'attirer votre attention sur certains manquements pour que vous les rectifiez. S'ouvrir davantage aux différents groupes tchadiens et essayer de trouver des solutions à leurs revendications. C'est ce que vous avez énuméré en tout cas comme solution pour le cas du Tchad. En seconde partie d'émission, il sera question de parler du Bénin et de comment arriver aujourd'hui à une décrispation également du climat politique et social dans ce pays. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Monsieur Baba, aujourd'hui il y a l'ancien président plutôt du Bénin, Thomas Boni Yayi, qui revient sur la scène politique suite à sa nomination comme président de son parti, les démocrates. Déjà, que pensez-vous de ce retour de l'ancien président béninois sur la scène politique? Oui, c'est une bonne chose. Pourquoi pas, c'est un sage, je peux l'appeler un sage. Il connaît le pays, il connaît les enjeux du pays politiquement. Et je pense que son retour va porter un plus dans la philosophie politique au Bénin. Mais comme d'habitude toujours, il y a toujours deux camps. Il y a ceux, parce que même hier, j'y suis au courant, il y a certaines qui disent que non, il n'a plus le temps pour, il est vieux, excusez-moi les termes, qu'il ne doit plus venir s'ingérer dans la société politique au Bénin, mais certaines personnes le disent et d'autres qui disent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dit une chose importante tout à l'heure, le sage qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'au vu de son expérience politique et également de son âge, il ne pourrait pas jouer ce rôle de sage sur la scène politique béninoise? Effectivement, c'est un sage. Pourquoi? Parce qu'il a les astuces, il peut être même apporter un plus aux côtés du président actuel, Thomas, concernant Patrice Talon, autant pour moi. Et je pense que l'écarter depuis 2019, depuis 2019 concernant les législatives, plus les élections présidentielles 2021, je pense que c'était les erreurs. Hein. C'était les erreurs. Aujourd'hui, l'âge l'a attrapé, mais je pense que les Béninois puissent savoir que Boni peut apporter toujours quelque chose au Bénin. Donc je pense qu'il a aussi une façon de diriger le pays, parce que je pense qu'aujourd'hui, Yayi Boni, c'est quelqu'un qui est venu avec des bons sentiments, parce que quand on vieillit, on devient plus sage, on ne vient plus parce qu'on cherche le pouvoir, on ne vient plus pour avoir cette mesquinerie comme le jeune président qui a la fourre pour être président. Yayi Boni n'est plus à cette étape-là de la vie. Donc aujourd'hui, plus que l'actuelle constitution béninoise d'ailleurs ne lui permet pas de se représenter. Voilà. Et on reste toujours avec ce que pourrait apporter Boni Yayi. Selon des responsables du parti, le retour de l'ancien chef de l'État viserait à assainir le parti, dont les dissensions avaient rendu difficile la désignation de son candidat à la dernière élection présidentielle. Selon vous, Boni Yayi arrivera-t-il à fédérer à nouveau aujourd'hui son parti qui est les démocrates? Oui, moi je pense qu'il aurait dû partir. Quand on a fait la présidence, il n'est pas dans les habitudes de revenir diriger son parti. On peut être un président d'honneur. Et il peut jouer. Il était le président d'honneur, mais le fait de le faire revenir, est-ce que ce n'est pas pour aujourd'hui qu'il arrive à fédérer ce parti-là, où il y a beaucoup de dissensions en interne? Oui, même en tant que président d'honneur, il peut faire en sorte de mettre de l'ordre dans le parti. Parce que Eric Oundete, qui était le patron et qui est maintenant le vice-président, je pense qu'il fallait essayer d'asseoir un peu son autorité. Mais lui, il est très contesté. C'est d'ailleurs ce qui a conduit au choix aujourd'hui de Boni Yayi. Je sais, mais il faut faire en sorte d'encadrer les jeunes. Parce qu'aussi, en face, on ne peut pas, comme vous le rappelez, ses amis du pouvoir ont ironisé en disant que en 2026, ce n'est pas pour être candidat, parce que c'est impossible. Parce que la constitution béninoise, elle est très claire. On dit, de toute sa vie, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ça veut dire que c'est terminé. Donc, oui, quand on regarde Rekia Madougou qui est toujours en prison, la pauvre dame, et qui était la candidate, qui n'a pas pu
donc compétir face à Talon lors de sa réélection. Donc je pense que Yaya Boni veut insuffler une nouvelle dynamique, d'autant plus que, bon, au sein de l'Assemblée nationale quand même, ils ont 28 députés, et le groupe, ce groupe parlementaire a donc mis fin à cette Assemblée monocolore auquel nous avions assisté lors de la législature précédente. Mais Thomas Boni Yayi, moi je trouve qu'il aurait dû toujours rester président d'honneur et être efficace, parce que bon, c'est le parti, les démocrates ont remplacé l'ancien parti, les FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Donc en tant qu'ancien président, il a toujours une autorité, et cette autorité-là, il aurait pu la faire prévaloir en encadrant les jeunes, parce que des dissensions au sein du parti, c'est de l'ordre du naturel. Les gens ne peuvent pas être dans un parti et être des amis. Donc parce qu'il y a le choc des ambitions. Éric Oundete, forcément les gens vont le contester, parce que ils se disent que s'il ne le conteste pas, il sera le candidat en direction de 2026 lors des élections générales. Et on ne sait pas si d'ici là, Rekia Madougou va sortir de prison, parce que aussi ça, il doit faire en sorte de faire sortir cette pauvre dame-là. Et d'ailleurs, nous y reviendrons tout à l'heure. Parlant de 109 aujourd'hui pour la jeunesse du Parti Les Démocrates, d'ailleurs son fils a été nommé responsable aujourd'hui des jeunes à l'issue de ce premier congrès du parti. Et Baba, est-ce qu'on pourrait s'attendre, le fils du président Thomas Boni Yayi, est-ce qu'on pourrait s'attendre aujourd'hui à une nouvelle rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur, l'ancien président Thomas Boni Yayi? Leur dernière rencontre remonte à septembre 2021, où un ensemble de requêtes en tout cas avait été soumis au président Talon. Pourrait-on s'attendre aujourd'hui, avec ce retour de Yayi sur la scène politique, pourrait-on s'attendre à une nouvelle rencontre entre les deux hommes? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont les hommes du pays et ils sont des enfants du Bénin, et en même temps, l'autre est président actuel et l'autre a été président. Donc, je pense que... Il a été son mentor. Et a été également le mentor de l'actuel président. Voilà. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, cette rencontre va apporter un nouveau souffle sur la scène politique béninoise. Et c'est très clair. Donc, il est bien vrai que Yaya Boni, il ne peut plus se présenter aux élections, mais je pense que en se rencontrant avec Thomas et les présidents, parce que je les appelle Thomas, c'est pas mon ami, oui, le président Talon. Donc, je pense que vraiment c'est très très capital, franchement, parce qu'il y a une tension actuellement au Bénin sur le plan politique. Donc, je pense que vraiment c'est le premier point qu'on doit régler, que les deux personnalités-là puissent se rencontrer. Et sachant qu'il ne peut plus être candidat, tu as rappelé l'article qui fait savoir dans la Constitution qu'au courant de sa vie, nul ne peut faire plus de 2 mandats, et l'autre article également qui fait qu'il soit frappé par la limite d'âge. Quel apport aujourd'hui pourrait avoir le président Thomas Boni Yayi sous cette casquette aujourd'hui de sage dans la vie politique béninoise, au-delà de son parti, mais dans la vie politique béninoise? Dans la vie politique béninoise, il est très capital quand même que les anciens présidents, je généralise, dans un pays, on ne peut pas, et comme les généraux même s'ils partent en retraite, un général ne part pas à la retraite. Et donc je pense que c'est également au niveau des anciens présidents, comme notre Yaya Boni, il est obligatoirement qu'il puisse apporter quand même son soutien jusqu'à son dernier souffle dans son pays. Et c'est très capital, et il ne peut pas quémander ça quand même. Et donc je pense qu'il est très important qu'il puisse rester là pour quand même prodiguer des conseils et apporter un plus sur le plan stratégique, parce que ce sont des gens qui ont vécu avec notre France-Afrique, ils connaissent des enjeux qui empâtit l'Afrique, et il pourra souffler certaines stratégies concernant la scène politique béninoise pour pouvoir sauter les pièges de ces derniers. Et il pourra jouer ce rôle de médiateur et de facilitateur dans le pays. Aujourd'hui, Thior, vous aviez tout à l'heure commencé à parler du cas de Rekia Madougou. Nous en venons. Lors de leur congrès, d'ailleurs, tous les discours des démocrates entendus ont été très critiques et sévères contre l'actuel pouvoir. Une résolution spéciale réclame d'ailleurs la libération immédiate et une amnistie pour Rekia Madougou. Quel avenir politique aujourd'hui pour Rekia Madougou, condamné à 20 ans de réclusion criminelle en décembre 2021 pour complicité
d'actes de terrorisme par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le groupe parlementaire de son parti les démocrates a proposé une loi d'amnistie. Mais jusqu'à présent, c'est resté lettre morte. Je pense que le régime quand même doit libérer enfin cette pauvre dame. L'accuser de terrorisme, je trouve ça très grotesque. Je pense qu'à vouloir ne pas avoir de sérieux challengers en face, ce n'est pas ces méthodes-là qu'il faut utiliser. Talon, il faut le dire, il faut reconnaître qu'il a fait beaucoup de choses au plan économique. Pour ceux qui ont visité le Gabon dernièrement, le Bénin ces dernières années, il a quand même posé des actes au plan économique qui vont dans la bonne direction. Mais il a quand même craquelé le modèle démocratique béninois parce que aussi c'était un modèle qui forçait le respect en Afrique de l'Ouest et même en Afrique parce que quand vraiment il y a des alternances sont devenues banales au Bénin, combien d'alternances jusqu'à Patrice Talon. Je pense que c'est un exemple à donner aux autres pays et il faut consolider. Aujourd'hui, il lui reste peut-être un peu plus de 2 ans de présidence. En 2026, c'est les prochaines élections présidentielles. Il doit faire en sorte de soigner sa sortie parce que quand on a réussi au plan économique, il ne faut pas aussi oublier le côté démocratique parce que ça aussi c'est important. Aujourd'hui, ce retour de Boni Yayi à la vie politique, pourrait-il faciliter cela? Qu'il soigne aujourd'hui son image pour ce qui lui reste en tout cas de son dernier mandat et pour le cas également de Ricky Amadougou? Tout à fait, parce que les deux hommes se connaissent, même avec la dame aussi, c'est de vieux amis. Je pense qu'ils doivent pouvoir se parler. Et moi, je donne toujours cet exemple. Quand même, Boni Yayi a fait preuve de grandeur. Quand on a accusé Patrice Talon de l'avoir voulu empoisonner, et quand on l'a exilé, comme c'est de coutume souvent en Afrique, on peut exiler ses opposants, il a lâché du lest pour que Talon rentre et puisse être candidat. Alors, c'est pourquoi moi j'ai trouvé que il n'y a pas eu un bon retour d'ascenseur quand Ricky Amadougou a été empêché d'être candidat en l'accusant de... Et d'ailleurs, pour ce retour de Patrice Talon, Ricky Amadougou avait facilité aujourd'hui les échanges entre les deux hommes, à savoir Thomas Boni Yayi et également Patrice Talon. Et voilà comment ça a fini pour elle. Je pense que Talon, quand même, a une dette envers Thomas Boni Yayi en faisant en sorte que, bon, je le disais à mon ami Baba, c'est son mentor. Les deux hommes se connaissent. Certains vous diront même que si Talon a pu se faire un trou pour être le roi du coton et l'autre qui était le roi du poulet, qu'il a exilé d'ailleurs, Sébastien Adjavon, c'est grâce au régime de Thomas Boni Yayi. Donc les deux hommes se connaissent, doivent pouvoir se parler pour l'intérêt supérieur du Bénin, parce que aussi le Bénin quand même a un modèle à sauvegarder. Patrice Talon ne doit pas faire moins que ses prédécesseurs. Et restant avec Patrice Talon Baba aujourd'hui, quel bilan tirez-vous en tout cas de ces deux magistères, son premier mandat et son deuxième en cours qui se poursuit jusqu'en 2026? Oui, quand même il y a la progression, hein, et malgré les difficultés, le Covid et tout, mais c'est un monsieur qui a parvenu quand même à apporter quelque chose sur le plan économique. Voilà, sur le plan économique, il a prouvé quand même à son niveau. Mais vous savez, le peuple a toujours faim. Hein. En Afrique, le peuple a toujours faim. Et donc, mais sur le plan économique, Thior l'a également rappelé, il y a eu des avancées ou il y a des avancées au Bénin. Mais est-ce qu'il n'a pas fauté sur un tout autre plan, à savoir l'image de démocratie que donnait le Bénin, également sur la question des droits humains? Je voulais y en arriver. Donc, ce qui fait concernant aussi ce que vous venez de dire là, je pense qu'aujourd'hui, c'est une maladie pour ceux qui nous dirigent, les arrestations arbitraires. Parfois, on te colle une étiquette que tu n'y pensais même pas personnellement et tu te retrouves en prison. Et voilà, c'est ça qui risque de l'écraser. Pourquoi? Parce que je vous dis, je dis souvent que la justice que les chefs d'État africains sont en train de banaliser aujourd'hui, je pense qu'il serait mieux qu'on rentre en arrière dans nos racines, parce qu'il y avait le code pénal coutumier à l'époque. Voler un œuf seulement, c'était très difficile, c'était grave. Aujourd'hui, on se permet de changer les lois quand on veut. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est cette tâche-là, noire, qui risque de l'écraser. Pourquoi? Parce que quand ils condamnent les gens,
cette balle, quand on lance une balle de tennis sur le mur, la balle de tennis ne part pas en avant, ça revient vers vous, donc c'est très très important. Mais je soulignerais que aujourd'hui, on prend une dame, on la taxe d'une terroriste, et aujourd'hui on voit que non, ce n'est pas normal, parce que leur juge, c'est leur juge, et au tribunal, dans une assistance du tribunal, donc il y a le juge qu'on voit qui est en train de diriger l'assistance, et le deuxième juge, c'est le public qui sont assis et qui vont relayer l'information gauche à droite. Et le troisième juge, ce sont les archives. À un moment donné, quand ils vont regarder leurs archives, ils vont dire ici on a fait ça, ici on a fait ceci. Et ce qu'ils ont fait, ça risque de les écraser aussi à la fin. Et d'ailleurs, lors de son procès, la dame Rekia Madougou avait fait savoir qu'elle ne souhaitait pas se défendre, puisque, en tout cas, estimait que le juge était là aujourd'hui pour livrer une commande et qu'elle était déjà condamnée avant même ce procès-là. Et tu vois, allez-y. Il y a le professeur Joël Aïvo et d'autres opposants. Je pense qu'il est temps. Et d'ailleurs, je venais à leur cas, puisque vous rappeliez tout à l'heure cette redevabilité aujourd'hui du président Talon vis-à-vis de son prédécesseur Thomas Boni Yayi lors de leur dernière rencontre qui remonte à septembre 2021. Boni Yayi avait demandé à Talon d'user de son pouvoir pour faire libérer tous les opposants en prison, en l'occurrence Joël Aïvo ainsi que Rekia Madougou, et également de voir la situation aujourd'hui des responsables politiques béninois comme Ajevon et tous les autres responsables politiques exilés. Pourrait-on s'attendre aujourd'hui à des avancées sur cette question-là? Je rappelle que Talon, comme nous le disions depuis tout à l'heure, en est à son dernier mandat à la tête du Bénin. Et ça veut dire qu'il n'a rien à perdre. Il faut qu'il essaie de sortir par la grande porte. Et comme vous venez de le dire, Léa Dissoglo aussi, qui est exilé, qui a été ancien maire de Cotonou, à côté de Sébastien Ajevon, qui a été le faiseur de roi lors de la première élection de Talon, parce qu'il est arrivé troisième et il a demandé à ses partisans de voter pour lui. Donc quelque part, si Talon est devenu président, c'est grâce à lui. On a vu ce qui s'est passé, on l'accuse de trafic de drogue. C'était une façon d'écarter un adversaire sérieux. Maintenant qu'il ne peut plus être candidat, il a fait ses deux mandats, qu'il lâche du lest vraiment et laisse les gens rentrer. La compétition va se faire, le maire va gagner parce qu'après tout, c'est les Béninois qui doivent décider. Il faut que les présidents africains évitent de choisir à la place de leur peuple en faisant en sorte d'organiser des scrutins quelque peu biaisés. Mais quelle lecture aussi tu as de cette tendance que l'on semble voir un peu partout en Afrique, surtout en Afrique occidentale aujourd'hui? Beaucoup d'opposants aujourd'hui incriminés ou bien avec des affaires judiciaires à leur encontre. Beaucoup d'opposants à l'approche de présidentielle écartés aujourd'hui de la course et tout. Quelle lecture faites-vous de cette tendance qu'on voit de plus en plus sur le continent? C'est une tendance à condamner. Et il y a même des pays anglophones, par exemple Sierra Leone, le principal opposant aussi, a du mal à partir avec la justice, parce que souvent ils vont leur trouver des poux pour les écarter, surtout quand ils savent très bien que bon, face à cet adversaire-là, ils n'ont aucune chance. Et c'est là où il faut déplorer cette attitude, parce que ce qu'on ne vous a pas appliqué, si vous l'appliquez à vos opposants, ça ne va pas dans la bonne direction et ça ternit nos démocraties. Et ça, à la limite, ça les met en mal. Il faut faire en sorte l'opposition. S'opposer en Afrique déjà, c'est difficile parce que, faute de moyens, il faut colmater à gauche et à droite. Si vous voulez les ostraciser, ça veut dire que quelque part, il faut être téméraire pour devenir opposant ou continuer à s'opposer en Afrique. Et ce n'est même pas une façon d'encourager les oppositions, alors que les oppositions, quand vous les poussez à bout, ils peuvent devenir des oppositions armées. Et ça, c'est pas bon pour la quiétude d'un pays. Et Baba, aujourd'hui, quelle chance du parti du président Boni Yayi, les démocrates, pour les prochaines joutes électorales dans le pays? Je rappelle que des élections générales sont prévues en 2026, ainsi que la présidentielle aussi au Bénin. Oui, ils ont une chance. Pourquoi? Parce que ce parti a la chance. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mentor, ils ont un sage. Même s'il est écarté de ce que nous connaissons, l'âge et tout consort, et je pense qu'il va apporter un plus dans son parti en amenant. Et c'est là où ça va devenir encore plus dangereux concernant les adversaires.
avec talent. Donc je pense qu'il est venu, il ne pourra plus être présent au Bénin, mais sachez que il va faire, parce que l'instinct a toujours un esprit de rivalité et du tout. Donc il n'est pas venu pour blaguer, ce qui est sûr. C'est l'âge qu'il a attrapé. Et je pense qu'il va apporter un plus concernant son parti. Il va il va leur prodiguer des stratégies, comme je l'ai dit tantôt. Et tout ce qu'il a comme expérience, il pourra transmettre ça à ceux qui vont se présenter. Je pense que c'est quand même un grand mur face à Patrice Talon. Et Thior, quelle chance des démocrates pour les prochaines échéances électorales au Bénin? Si le jeu normal de l'alternance se fait, normalement, ils doivent pouvoir revenir au pouvoir. Et il faut d'ailleurs l'encourager, un peu cette bipolarité, parce que, comme comparaison pour comparaison, ce qui se passe aux États-Unis, les républicains gouvernent pendant un mandat ou deux, après il y a alternance, les démocrates viennent. C'est comme ça qu'une démocratie se consolide. Donc il faut faire en sorte que les démocrates puissent prendre le pouvoir après 10 ans de règne de Patrice Talon. Parce qu'au-delà, par exemple, si quelqu'un qui est proche de Talon continue, ça, au-delà de 10 ans, ça veut dire que quelque part c'est du talon sans talon. Et ça aussi, dans une vraie démocratie, les gens n'aiment pas aller au-delà de 2 mandats. L'alternance doit se faire et puis ceux qui étaient au pouvoir vont apprendre dans l'opposition pour mieux se refaire une santé et revenir. Mais cette bipolarité aujourd'hui entre 2 formations ou 2 groupes politiques, est-ce que ça témoigne aussi d'une certaine démocratie? Est-ce que ça n'exclut pas également d'autres groupes? Si, parce que je vous parlais de Sébastien Adjabon, qui était une force politique, Léa Dissoglo, la Renaissance du Bénin, l'ancien parti, le parti de Nicéphore Soglo. Donc tous ces gens-là, comme les leaders sont exilés, ils ne jouent plus un grand rôle. Et ça, c'est vrai, à un certain moment, même l'Assemblée nationale du Bénin, moi j'étais étonné, mais il y avait au moins 9 groupes parlementaires pour une assemblée qui comptait 89 députés. Moi, je me posais toute la question, il faut combien de députés pour avoir un groupe parlementaire au Bénin? Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui taquinait en disant que c'était vraiment les laisser aller là-bas. Donc, il y avait quand même une vie politique, même si on peut la critiquer. Mais cette bipolarité, quand on a vu ce qui s'est passé avec le Parlement, la législature précédente, où il n'y avait que des partis favorables, 2 partis favorables à Patrice Talon, si on a quand même les démocrates qui viennent un peu donner du fil à retordre, il faut saluer, mais il faut davantage ouvrir, en faisant en sorte que ces gens-là qui sont exilés à l'extérieur, que ce soit Sébastien Adjabon, que ce soit Léa Dissoglo, les autres qui sont en prison, qu'ils puissent avoir voix au chapitre, parce que, in fine, c'est les Béninois qui doivent décider. Et ce n'est pas le président Patrice Talon, d'autant plus que lui, il a terminé ses 2 mandats. Et par rapport à ce que vient de soulever Thior tout à l'heure, les dernières législatives se sont passées avec des partis pour la plupart proches du parti au pouvoir. Et les principaux opposants et principaux partis d'opposition également ont été écartés de la dernière présidentielle au Bénin. Comment en revenir aujourd'hui à cette inclusivité des élections dans le pays? Non, mais c'est une affaire que nous voyons chaque jour. Au Bénin, je pense que tout se passe de la même façon, que ce soit au Cameroun, Sénégal, et partout. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et en politique, c'est comme un match de football. On ne connaît pas comment ça va se terminer. Et c'est comme ça que je peux vous répondre concernant la situation présidentielle en 2026 au Bénin. Parce que l'homme politique, il change selon les événements, selon les époques, selon, je peux parler même, selon même le commérage, selon même la stratégie, ça peut changer. Mais est-ce que par rapport à ce que vous venez de soulever, est-ce que la solution ne pourrait pas être aujourd'hui de respecter les institutions et textes et lois en vigueur aujourd'hui dans le pays? Puisque souvent c'est le fait de manipuler ou bien de modifier ces textes et institutions qui se créent souvent des problèmes. Oui, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit ceci, que vraiment, en politique, ce n'est pas mathématique. Et du fait d'abord qu'on arrête les gens arbitrairement et on est resté dans le suspense
pour organiser les élections. Les élections en Afrique, nous sommes dans le suspense, on ne connaît pas comment ça va se terminer. Et je pense que c'est d'abord une alerte, ou bien pour parler aux chefs d'État africains, concernant aussi le Bénin, qu'ils ne fassent pas chaque jour la même chose, truquer les élections, parce que je vois aller droit au but. Et on reste sur ce point-là d'ailleurs, Thior, parce qu'on en est presque à la fin. Thior, comment avez aujourd'hui à faire à nouveau du Bénin un pays, un modèle en tout cas, vous l'avez rappelé au tout début, le Bénin était aujourd'hui un modèle en termes de démocratie en Afrique et même dans la région ouest africaine. Comment avez aujourd'hui à faire à nouveau du Bénin ce modèle de démocratie et de préservation des droits humains? Mais revenir à ce que le Bénin nous a habitués, vous savez, quand les présidents en place déconnaient, c'est la Cour constitutionnelle béninoise qui les rappelait à l'ordre. Rappelez-vous de la dame de fer Elisabeth Pognon, présidente de la Cour constitutionnelle. À un certain moment, même Thomas Boniaï caressait l'idée de faire un troisième mandat. Mais là-bas, niet, c'est la Cour constitutionnelle, les juges qui disent il n'est pas question. Et on donne même l'opportunité à des Béninois de pouvoir porter l'affaire devant la Cour suprême et la Cour suprême tranche. Donc ça aussi c'est quelque chose, il faut retourner à ses fondamentaux parce que c'est pas sorcier. Le Bénin a été parmi les conférences nationales des années 90, quand même a été une réussite parce que dès 96 avec l'élection de Nicéphore Soglo après dès 96, on a vu la première alternance. Soglo, du moins Kérékou est revenu parce que c'est une élection démocratique. Et en 2006, avec l'élection de Thomas Boniaï, donc ça veut dire que quelque part, il y avait un modèle huilé. Talon est venu contrarier pour des raisons. Donc une invite au retour à ce modèle huilé, un retour aux fondamentaux, absolument. Mais surtout également un appel important aux juges constitutionnels par rapport aux situations qui se passent dans leur pays. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions deux confrères, M. Mamadou Thior, journaliste et analyste politique. Merci encore d'avoir été avec nous et un plaisir aussi d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Un plaisir aussi, M. Bamba Soleil Baba, un autre confrère journaliste, également responsable du journal en ligne Top Kilo News. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci aussi aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.